Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes ici à Rouen pour ce JT consacré à une période méconnue de l'histoire française, le football normand pendant l'occupation allemande. Quand on pense à la guerre, on pense à un temps mort, un moment où tout s'arrête, pourtant ces clubs ont continué d'exister, de faire briller cette passion du ballon rond dans la région. Aujourd'hui, nous vous amenons avec nous au cœur de ces années d'ombre, et pour ouvrir cette enquête, nous sommes allés à la rencontre de celui qui a consacré une partie de sa vie à déchiffrer cette période. Un reportage signé Samuel de Cerisy, Constantin Gauthier et Nicolas Ravenel. Le 17 juin 1940, l'armée allemande envahit la Normandie. Terrain réquisitionné, joueurs mobilisés, le football, lui, continue de vivre. Alors pour mieux comprendre cette période, nous sommes allés à la rencontre de Jacques Guédon, passionné d'histoire et auteur du livre « Le football en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale ». Les premières difficultés sont liées d'abord à la mobilisation, puisque effectivement les joueurs de football étaient en âge de partir sur le front, et donc beaucoup d'équipes ont été quasiment anéanties puisqu'elles n'avaient plus de joueurs. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est lorsque l'occupant est arrivé, ne plus avoir d'installation, parce que les Allemands réquisitionnaient, soit pour entreposer du matériel, mettre des chevaux, comme c'était le cas sur le stade de Venoy, tout simplement parce qu'ils étaient prioritaires pour l'utilisation des installations. Et dans votre livre, on voit qu'il y a quand même un dialogue avec les Allemands, avec par exemple le préfet du Calvados, qui demande le stade de Lisieux pour le Alors, c'était pas un dialogue, c'était une obligation. C'est ça. En fait, c'est le régime de Vichy a créé le CGESC, c'est-à-dire le Commissariat Général à l'Éducation et au Sport, et qui avait pour mission de tout contrôler, pour que les jeunes soient éduqués dans le bon sens, avec toutes les valeurs pétainistes, et donc tout était contrôlé. Mais une chose nous saute aux yeux, en se plongeant dans cette époque, marquée par les contrôles, les interdictions et les pénuries qui rythment le quotidien, le football change de signification et révèle sa véritable place dans la société normande. Je vous cite, cette période guerrière n'a pas anéanti la ferveur régnant autour de la passion pour le ballon rond. Comment on explique que je trouvais les Normands assez débrouillards quand il y avait une situation, on changeait tout de suite, il y avait un stade qui faisait bombarder. Je pense en 41 au Havre, quand il y a 25 morts, plus de 60 blessés, on met de la terre dans le trou et on rejoue tout de suite après. Oui. Mais comment on l'explique ça ? D'abord, il y a la première explication, c'est que pendant l'occupation, les distractions étaient très rares. On n'avait pas le droit de faire beaucoup de choses. Il y avait le cinéma, mais le cinéma c'était de la propagande, soit du gouvernement, soit allemande. Donc ça n'attirait pas vraiment les foules. Mais surtout, la seule chose qui attirait les gens, c'était le foot. Parce qu'ils allaient pouvoir quand même assister à un spectacle, sortir un peu. C'était toujours montrer que, malgré tout, les restrictions, les obligations, etc., on allait continuer à vivre. Vivre, innover, voilà des mots pour résumer cette période délicate où les instances du football normand ont multiplié les compétitions pour que le football, lui, ne s'arrête jamais dans la région. Consacrons-nous à présent à l'échelle du local, direction la banlieue de Rouen, à l'US Quevilly, là où le football a tenu bon. Un reportage de Constantin Gauthier, Samuel de Cerisy et Nicolas Ravenel. Quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on pense d'abord à la violence, aux destructions et aux vies brisées. Pourtant, ici à Quevilly, il existe une autre histoire, celle d'un club de football qui refuse de disparaître. Quevilly-Rouen Métropole n'a pas seulement survécu à la guerre, le club a tenu bon, a continué de jouer et a même réussi à performer. Et c'est ce qui rend son histoire aussi forte aujourd'hui. Le club repose alors sur une identité particulière, celle du football ouvrier. Sous l'impulsion du président Amable Losaille, les joueurs travaillent dans ces établissements avant de se retrouver sur les terrains. Ce modèle apporte au club une vraie base sociale, mais aussi une grande discipline et une forte solidarité. En 1939, la guerre bouleverse tout. La mobilisation vide les effectifs, les activités sont ralenties, puis l'exode interrompt la saison. Quand le club reprend lors de la saison 1940-1941, ils doivent se réorganiser avec des joueurs démobilisés ou libérés. Les premiers matchs se jouent même sans public, puisque l'occupant allemand l'interdit au départ.
Le football français change lui aussi. Les compétitions sont réorganisées en championnat de guerre ou en Coupe de France par zone. Et pour continuer à exister, Quevilly doit s'adapter à ce football de crise. Et pourtant, Quevilly ne s'effondre pas. Durant la saison 1941-1942, ils vont aller jusqu'en demi-finale de la Coupe de France de la zone occupée en battant 2 clubs professionnels dont Le Havre et le Racing Club de France avant de s'incliner honorablement contre le Stade de Reims, 1-0. Mais derrière ces exploits sportifs, le prix humain est lourd. Le récit du club évoque la mort au combat de Lucien Lemercier et René Duris. La répression touche aussi le monde local du club puisque les listes municipales des déportés mentionnent Maurice Fournil et Benjamin Renacle, 2 ingénieurs de chez Losail. Cela montre donc que la guerre frappe directement le cœur de cet écosystème ouvrier qui faisait vivre le club. Le président Amab Losail part lui en exil pour l'Algérie en 1942. Pendant ce temps, la ville subit restrictions, bombardements, mais surtout l'occupation allemande. Après 1945, le club se relance rapidement. Il intègre le nouveau championnat de France amateur à 48 clubs, puis retrouve vite l'ambition et les résultats. Raconter QRM, ce n'est donc pas seulement raconter un club de football, c'est raconter comment un territoire populaire, frappé de plein fouet par l'histoire, a trouvé dans le football une manière de tenir, de résister et de repartir. Derrière les épopées des clubs se cachent souvent des martyrs, du stade au camp de concentration, retraçant le parcours tragique de la légende caennaise, Eugène Maes, un sujet de Nicolas Ravenel. Il est le premier grand buteur de l'histoire du football français, une légende qui a marqué 15 buts en seulement 11 sélections chez les Bleus avant la Première Guerre mondiale. Pourtant, pour les Caennais, Eugène Maes n'est pas seulement un nom dans les livres d'histoire. C'est l'homme qui a transformé le stade Malherbe de Caen en une place forte du football normand. Un héros dont le destin s'est brisé ici, sur les bords de l'Orne, entre son amour pour le ballon rond et la barbarie de l'occupant. C'est l'histoire d'une idole devenue une figure de la résistance par la parole. 1919, la Grande Guerre vient de s'achever. Eugène Maes débarque à Caen avec une réputation de tueur des surfaces de réparation. Du haut de son 1m79, il impose son physique sur les terrains normands. Maes était célèbre pour sa puissance et sa ruse. Sous le maillot du stade Malherbe, il devient le patron absolu. Joueur, capitaine et même entraîneur, il mène le club à 8 titres de champion de Basse-Normandie. Mais en 1940, la guerre fauche brutalement sa carrière de haut niveau. Maes se consacre alors à son autre passion, le sport nautique, en gérant le Lido, une école de natation et un dancing très prisé situé sur les bords de l'Orne. Le Lido est rapidement devenu un lieu où les Caennais se retrouvaient pour apprendre à nager. Malheureusement, en 1944, il fut détruit par les bombardements. Un lieu de vie, de sport et de danse qui devient tragiquement un piège. Maes ne baisse pas les yeux devant l'occupant. Connu pour son franc-parler, il ne cache pas ses opinions gaullistes et défie ouvertement la maîtresse du chef de la Gestapo locale. Le 21 juin 1943, le champion est arrêté au Lido, sous les yeux des Caennais. Maes est déporté en Allemagne, enchaînant les camps de concentration. Le 30 mars 1945, à quelques semaines de la libération des camps, le corps de l'athlète lâche à Elrich. Eugène Maes est mort, mais son héritage vit toujours. Et notamment ce stade nautique qui porte actuellement son nom en lien avec son attachement au monde de la natation, mais avant tout grâce à sa bravoure et à son courage face à l'occupant allemand. Ou encore, une rue près du stade de Vénois. Il rappelle que Maes était bien plus qu'un nageur ou un gérant de dancing. Il était une légende du football, tombé en défendant sa dignité et sa liberté. Son histoire nous rappelle que le football, sous l'occupation, était un dernier rempart de fraternité et de courage. Cette édition spéciale touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce voyage dans le temps. Très belle fin de journée à tous. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur normandie.france3.fr.